Simon a eu un heureux événement avant-hier. Et donc, Kevin m'a demandé de le remplacer. Et donc, moi, je m'appelle Thomas. Je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle XPLR. XPLR, c'est une agence spécialisée en social ads et Google Ads et Créa pour les marques e-commerce. On a la chance notamment de travailler avec Kevin et Ngo depuis quelques années maintenant. Mais je ne suis pas le sujet du jour, pardon. C'est toi, Kevin, le sujet du jour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour à tous, donc Kevin, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Donc Ngo, on est une marque de basket éthique installée à Nantes. J'ai cofondé la marque il y a 10 ans de ça avec mon associé. Alors on a un parcours, on ne vient pas justement nous du marketing, on ne vient pas du digital, ni même d'une école de commerce. Moi je travaillais en cabinet d'expertise comptable. À la base, mon but dans la vie c'était plutôt d'accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses. Et comment j'ai sauté le pas ? Eh bien tout simplement parce que j'ai ce goût du challenge, de l'adrénaline. Et surtout j'ai voulu y mettre du sens, c'est-à-dire que j'avais envie, j'étais clairement à 25 ans dans une réelle quête de sens. J'avais envie de trouver quelque chose qui m'animait au quotidien et me sentir utile. Et c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis de le faire. Alors, je ne pensais pas entreprendre autour de n'importe quoi. Il se trouve qu'à l'époque, je voyageais beaucoup, plutôt en Amérique latine. Et j'ai découvert là-bas différentes formes de savoir-faire, d'artisanat, du tissage à la main, etc. Et je suis revenu avec l'idée d'entreprendre autour du commerce équitable avec un projet multiculturel. Et j'en ai parlé à Ronan, qui est un ami d'enfance. Et lui travaillait à ce moment-là au Vietnam pour une ONG là-bas. Et il m'a dit il existe plein de savoir-faire, il existe plein de choses au Vietnam qui sont méconnues. Et donc on peut créer quelque chose autour avec les minorités ethniques, avec les artisanes qui travaillent au Vietnam. Donc l'idée est née comme ça. Au début on ne parlait pas du tout de chaussures, c'est-à-dire que ça aurait pu être du prêt-à-porter, de la bagagerie, peu importe. Ce qu'on voulait c'était vraiment ce côté artisanal, équitable. Et dès le début on a voulu aussi reverser une partie à une asso, à une cause qui nous tenait à cœur. Donc c'est comme ça qu'on a créé Ngo en 2016, une marque de basket, et la basket est venue, je vous l'ai dit, dans un second temps. Comment ? Pour deux raisons. Premièrement, on était tous les deux fans de sneakers. Et deuxièmement, il y a un gros savoir-faire au Vietnam dans la basket. Si vous avez des baskets, vous regarderez, je pense qu'il y a 90% de chances que ce soit made in Vietnam. Et donc on a créé une basket qui se veut originale, clivante, puisque, bon, évidemment, j'en porte au pied. On a cette bande de tissu ethnique sur le côté qui est entièrement tissée à la main par une cinquantaine de femmes avec qui on travaille au nord du pays et qui font donc ce savoir-faire artisanal et traditionnel du tissage à la main. On reverse une partie pour construire des écoles au Vietnam et on a ainsi pu construire 7 écoles depuis le début du projet. Donc c'est plus de 300 enfants scolarisés. Et enfin, on a une démarche éco-responsable avec un bilan carbone qu'on fait tous les ans, qu'on affiche sur notre site. Et le but étant évidemment de trouver le juste milieu entre durabilité de la chaussure et éco-responsabilité de la chaussure. Et le tout audité et certifié par un label B Corp depuis 2020 maintenant. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cette introduction à Ngo. Donc c'est effectivement un parcours intéressant. Tu avais une vie de comptable, expert comptable en devenir, donc quelque chose de totalement détaché de la mode, du prêt-à-porter, qui est quand même un sacré univers dans lequel se lancer. C'était quoi les premières difficultés auxquelles vous avez fait face au moment de créer votre paire de baskets, de vous assurer qu'elle puisse plaire à un public suffisamment large, etc. Alors, donc en 2016, on crée tout ça et en 2017, on se lance. Comment on se lance ? On se lance sur une campagne de crowdfunding sur Ulule et depuis, on en a fait plusieurs des campagnes sur Ulule. Comme je l'ai dit, nous, on ne vient pas du market, du e-commerce, ni même de la com. Donc, en fait, tout ça, ça a été extrêmement nouveau pour nous. Au début, on n'avait pas d'agence comme XPLR, on n'avait pas de freelance, on n'avait pas de salariés comme on a maintenant. Donc, il a fallu apprendre de nous-mêmes. Donc, j'ai mis les mains dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que moi, je n'ai aucun réseau social site perso, à part LinkedIn. Donc, c'était extrêmement nouveau pour moi. Il a fallu que j'apprenne. Je l'ai fait extrêmement mal. Donc, les erreurs que tu parles, évidemment, je l'ai fait très mal. Il a fallu que je mette le nez dans le SIA, dans tout ça. Mais finalement, c'est un moment de notre vie, en tout cas là, à 25 ans, où on était extrêmement fiers, heureux de faire tout ça, d'apprendre tout ça. Et le crowdfunding nous a permis de structurer la chose. C'est-à-dire qu'on a lancé notre modèle avec un prix de précommande sur une campagne, je crois, à peu près d'1 mois. Et pour nous, ça a été la vraie étude de marché grandeur nature. Parce qu'avant ça, on n'avait fait aucun business plan, et c'est un comptable qui le dit, et aucune étude de marché. Et ce que je vous dis, c'est vrai, on n'a vraiment rien fait. Mais pourquoi ?
parce que je pense que si on l'avait fait, on se serait dit non mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais, il faut vendre tant de paires de baskets. Et en fait, on aurait vu tous les freins avant de voir les opportunités. Et je crois qu'on voulait juste kiffer, se dire on y va, on tente, on n'a rien à perdre. À l'époque, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de maison, j'avais pas d'emprunt, j'avais pas tout ça. Et mine de rien, on va pas se le cacher, c'est aussi des éventuels freins à l'entrepreneuriat. Donc on s'est lancé, on l'a fait, et ce crowdfunding, ça a été notre étude de marché. Et ça a été un succès. On a fait pas loin de 20 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires finalement pour cette première campagne sur un mois. Alors au début, c'est beaucoup les proches, hein. C'est les amis, c'est les proches et tout ça, mais mine de rien, on a réussi à convaincre et en fait, c'est comme ça, on s'est dit, bah go, maintenant c'est concret. On a pu financer notre première prod sans banque, sans rien, comme ça. On a reçu les chaussures à l'époque dans le garage de chez mes parents à Basse-Goulaine et on a livré nos premiers clients. Et là, moi, d'avoir les paires devant moi et juste de faire des colis et des cartons, ça a été ça vraiment un pur bonheur. Et je me suis dit, ça y est, là c'est concret et c'est lancé, quoi. Et on ne pouvait plus faire marche arrière. Et puis voilà, 10 ans après, on y est toujours. Et ça a été quelque chose que vous aviez anticipé, prévu de vous lancer en crowdfunding, ou finalement c'est une opportunité du moment? Je me souviens que 2016, c'est aussi le début des plateformes comme KissKissBankBank. Je ne sais pas si Ulule était d'ores et déjà créé à ce moment-là, ou est-ce que finalement vos chemins se sont un peu croisés par hasard et c'est ce qui a lancé Ngo? Non, c'était clairement voulu. Et d'ailleurs, j'ai dit une erreur, tu parles de KissKissBankBank. La première campagne en 2017, on l'a fait sur cette plateforme-là, qui maintenant d'ailleurs s'est faite racheter par Ulule. Et après, on s'est servi du crowdfunding plus comme des campagnes de com au moment où on lançait une vraie nouveauté, quand on a lancé notre sac à dos, quand on a lancé des nouvelles collections. En 2022, on a fait la dernière. Je m'étais dit que c'était la dernière. Et au final, non. En novembre 2025, là, le 1er novembre, on relance une nouvelle campagne sur Ulule pour un tout nouveau modèle qui va marquer un pivot dans notre identité de marque. Donc voilà, on s'en sert comme à chaque fois qu'il y a un tournant majeur chez Ngo, on va faire une campagne de crowdfunding sur Ulule parce que mine de rien, c'est aussi une manière de faire de la com et d'être un vrai levier d'acquisition parce que des gens qui ne nous connaissent pas, grâce à Ulule, vont connaître Ngo et devenir clients. Et généralement, c'est des clients assez fidèles ensuite. Donc aujourd'hui, vous avez votre propre site e-commerce, vous êtes aussi distribué dans un certain nombre de boutiques en France et tu vas me dire après peut-être à l'étranger, mais vous continuez de faire du crowdfunding. Ouais, j'ai toujours voulu être omnicanal. Donc en 2017, on lance cette campagne de crowdfunding. Dans la foulée, on a notre site internet sur PrestaShop, qui est encore le cas aujourd'hui. Et très vite, on se dit, il faut qu'on aille en magasin. Parce que pour moi, des chaussures, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui qu'en 2017, mais il y a besoin de les voir, il y a besoin de les essayer, encore moins pour une marque qu'on ne connaît pas. Donc j'ai voulu aller en magasin et dès 2018 on rentre dans les premiers magasins, même si c'est vraiment en 2019 où là on rentre aux Galeries Lafayette, à Haussmann, au BHV, etc. Et c'est vraiment là où ça marque un tournant et où la part du wholesale, donc les magasins multimarques, commence à prendre une part importante de nos chiffres d'affaires. Donc crowdfunding, notre site internet, les magasins et maintenant même les entreprises, les CSE et les clubs de sport, tout ça fait partie de notre activité. Et comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir être référencé dans autant de boutiques aujourd'hui? Alors ça a été, il y a eu différents tournants. Déjà, là aussi, je ne connaissais rien au monde de la mode et des magasins, donc j'ai contacté des amis qui étaient là-dedans. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, les magasins, les précommandes 6 mois avant, les systèmes de packs. Vous avez des packs de 8, de 10, de 12 avec un 36, de 38, etc. Bref, il a fallu que j'apprenne tout ça. Et ensuite, n'ayant pas les moyens d'avoir un commercial et n'ayant pas la notoriété pour avoir un agent commercial, c'est moi je me rappelle à l'époque, j'avais le Renault Scénic de mes parents. Et j'ai pris les échantillons dans le coffre. Je me suis noté les 20 plus grandes villes de France et j'ai fait les villes à pied. Donc du coup, je connais très bien la France. Et j'allais faire clairement du porte-à-porte. Alors quand je pouvais, je les contactais avant, les magasins, je les identifiais avant. Et j'allais voir ces magasins-là. J'y suis allé, je vous avoue, avec beaucoup de confiance en me disant on a fait un crowdfunding qui fonctionne, le e-commerce, ça se lance bien, on est novateur sur les valeurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait très peu de mode éthique. Le produit plaît, etc. Ça va le faire. Et en fait, je me suis pris un nombre de murs incalculable. Pourquoi ? Parce que tous les magasins, globalement, me disaient tout le temps « Ok, très bien, mais chez qui vous êtes revendu ?» Et c'était la phrase qui revenait tout le temps « Chez qui vous êtes revendu ?» Et là, j'ai compris qu'en fait, on se dit pays de la mode, mais quelque part, c'est un peu suiveur. C'est-à-dire qu'en tout cas, tous les indépendants, ils vont regarder ce que font les autres et ils vont suivre.
Et nous, n'ayant été distribués chez personne, on n'arrivait pas à rentrer. C'est un peu comme le jeune qui sort de ses études et qui veut la première expérience sur le CV, et tout le monde regarde les expériences. Mais donnez-nous cette première expérience. Alors, il y a quelques magasins quand même qui nous l'ont donné. Mais du coup, j'ai pris le problème à l'envers. On s'est dit, on va faire des salons. Et donc, on a fait le Who's Next à Paris. Et on va plutôt essayer d'aller draguer les grands, et donc les Galeries Lafayette. On est rentré aux Galeries Lafayette. Et c'est comme ça, après, que ça nous a servi de carte de visite pour aller séduire les indépendants et les plus petits. Et à chaque fois que je rentrais, je disais, vous êtes rendu où à Haussmann et au BHV. Et là, tout de suite, je sentais que la tension n'était plus la même. Et ça m'a permis de rentrer dans pas mal de boutiques à l'époque. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Who's Next? Et ensuite, quelles sont les raisons qui ont convaincu les Galeries Lafayette de vous faire confiance et de distribuer vos baskets dans leur rayon? Alors le Who's Next, c'est un salon de mode à Paris. Dans la mode, en fait, il y a des salons où on présente ses collections 6 mois avant et les grands comptes et les indépendants viennent voir les collections. Alors la première édition de notre Who's Next, elle a été catastrophique. On a fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas. On n'avait pas de budget. On a commandé le plus petit stand, mais sans aller visiter le salon avant, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc on ne savait pas où ils nous plaçaient. On n'avait pas de demande à leur faire. Donc évidemment, ils nous ont mis au pire des endroits, sur un petit carré fermé où personne ne voulait rentrer. C'était un 2 par 2, 2 mètres carrés par 2 mètres carrés. C'était juste horrible. On avait posé en gros les chaussures comme ça. Enfin bref. Donc on pensait que les gens allaient venir vers nous. En fait, pas du tout. Et donc, ça a été chou blanc total. Et la deuxième édition, cette fois-ci, là, on a été mieux. On a pris un mètre linéaire plus grand, etc. On avait en plus à l'époque une stagiaire à la com qui avait refait les shootings, le merch, enfin quelque chose de beaucoup plus clean. Et les Galeries Lafayette sont venus à ce salon-là nous voir. Alors je pense que du coup le joli stand a joué, et aussi lancé un label de mode éthique, Go for Good. Donc ils recherchaient des marques de mode éthique, et en effet à l'époque il n'y en avait pas non plus une vingtaine. Donc on a été, je pense, facilement identifiable au Who's Next. Ils sont venus nous voir, on a échangé, on les a convaincus, et c'est comme ça qu'on a réussi à rentrer chez eux. Donc finalement, vous avez commencé votre aventure avec 2 bons choix. Le premier, le crowdfunding, ensuite aller sur des salons. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises qui vous ont potentiellement freiné sur les premiers mois ou les premières années? Je pense que la principale erreur qu'on a faite, c'est... là, je vous ai beaucoup parlé de valeur, de RSE, parce que c'est notre ADN, c'est notre authenticité, et sans ça, il n'y aurait pas eu de Ngo. C'est-à-dire que juste créer une marque de basket, elle n'aurait pas existé. Donc on a beaucoup mis ça en avant, on a beaucoup communiqué, et on le fait toujours, mais on a peut-être oublié, peut-être que ça s'est fait au détriment de la marque, du produit, et dans la mode, on a appris avec l'expérience que voilà, c'est avant tout tout ça qui compte, c'est les tendances, et donc ça, c'est un métier. Et on n'avait pas les compétences, nous, avec mon associé, pour bien définir notre identité de marque, notre plateforme de marque, tout ça. Donc je vous rassure, maintenant, on l'a fait et on l'a refait. Mais au tout début de la marque, tout ça n'était pas clairement défini. On est un peu parti comme ça, et bon, ça ne nous a pas porté préjudice. Mais en tout cas, il a fallu quand même, à un moment donné, se restructurer. T'as fait les shootings, t'as fait la com, et donc là, c'est passé par justement se faire accompagner. Et c'est là où on a recruté des salariés parce qu'on commençait à grandir et qu'on pouvait le faire, qu'on a eu des agences, des freelances, etc. qui nous ont accompagnés sur tout ça. Et à ce sujet-là, vous êtes combien aujourd'hui chez Ngo? Là, on est un peu moins de 10 personnes, avec justement beaucoup de l'essentiel sur le market, la com et le e-commerce, et une partie sur le produit. Vous avez combien de personnes en e-commerce, et c'est sur et en marketing, et c'est sur quel rôle? Là, on a 4 personnes, une personne vraiment focus com et mode, image, shooting, une personne vraiment spécialisée e-commerce, et 2 personnes qui vont les accompagner sur toutes les tâches réseaux sociaux et assistants e-commerce. Ouais, effectivement, pour travailler très régulièrement avec des marques e-commerce, d'autant plus dans le prêt-à-porter, et échanger quotidiennement avec des fondateurs de marques e-commerce, je sais que avoir 40-50% de ses effectifs sur du e-commerce, du market et de la com, c'est quelque chose d'assez rare. Vous, c'est un vrai parti pris. C'est un parti pris que tu trouves gagnant aujourd'hui? Oui, parce que, comme je l'ai dit, en fait, on savait nos forces, mais on savait aussi nos faiblesses. Et du coup, on a voulu bien s'entourer, bien se staffer autour de ces faiblesses sur ces métiers-là qui sont primordiaux dans notre secteur. Et on a préféré investir dans de l'humain, et donc dans des salaires qui, des fois, peuvent être plus conséquents que pour d'autres boîtes comme de notre taille. On fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
Et pourquoi ? Parce que, alors au détriment de d'autres investissements et de d'autres budgets, mais parce que je pense que avoir des vraies compétences en interne, ça peut nous servir énormément et ça permet derrière d'être agile, d'être malin et de faire tout un tas de choses qui des fois ne nécessitent pas forcément beaucoup de budget et en conscience que de toute façon on n'allait pas avoir 20 millions à mettre dans le marketing, et ben, il fallait réfléchir autrement et c'est ce qu'on fait du coup avec nos équipes au quotidien. Très bien. Et dernièrement, vous avez opéré, vous avez fait évoluer votre branding. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les grandes lignes, les grandes évolutions ? Là-dessus, justement, c'est passé par 2 recrutements. On a recruté 2 personnes qui venaient de Paris et de la mode pour faire évoluer l'image de marque, faire évoluer la plateforme de marque, la structurer et se dire OK, il y a eu Ngo les 8 dernières années. Comment on veut que soit Ngo sur les 5-10 prochaines années. Et donc, on a réécrit sur ce que devait être le produit, notre positionnement, qui devaient être nos clients. Et donc là, on sort pour la première fois en 2026 un produit où je vous ai parlé de la bande de tissu ethnique sur le côté. On va garder évidemment nos motifs sur la chaussure, mais à un autre endroit que cette partie centrale de la chaussure. Parce que ça, c'était à la fois notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire que c'était clivant. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment et qui sont clients pour ça, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas être clients à cause de ça. Donc là, on s'ouvre à une clientèle en mettant les motifs de façon un peu plus épurée, plus minimaliste. Et c'est ce produit-là qu'on va présenter sur Ulule au mois de novembre. Et ça va être un vrai tournant pour nous. Et à la base de tout ça, il a fallu recruter les bonnes personnes pour nous aider à le faire. On a essayé de le faire dans le passé avec nos anciennes équipes, mais qui n'étaient pas issues de la mode. Et on a vu qu'en effet, il manquait ces compétences, cette appétence pour le produit, pour l'image, c'est pas rien d'écrire et de réécrire une plateforme de marque. C'est un vrai métier. Et donc, on a recruté des gens exprès pour ça. Ouais, effectivement, on a tendance à penser il y a beaucoup de subtilités à l'intérieur, mais ces subtilités ne sont pas si simples que ça à créer, imaginer et mettre sur papier. Et avoir une vraie expérience aujourd'hui, c'est essentiel pour pouvoir avoir le bon univers de marque, avoir les bons shootings, la bonne DA, la bonne colorimétrie sur les photos. Et on sait également qu'en prêt-à-porter, tout ça mis bout à bout, ça impacte énormément l'image de marque, et l'image de marque impacte énormément le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir faire en ligne, mais aussi celui que tu vas pouvoir faire avec tes distributeurs. Très bien. Donc là, tu parlais de tes équipes en interne. Donc vous êtes staffé, vous êtes à peu près une équipe de 10 personnes aujourd'hui, avec une grosse partie de cette équipe sur de l'e-com, du market et de la com. Est-ce que vous vous êtes également entouré de prestataires avec lesquels vous travaillez de manière régulière et en fil rouge ? Oui, parce que, comme je disais, notre taille d'entreprise ne nous permet pas d'avoir aujourd'hui 20 salariés. Donc, sur des compétences qui ne nécessitent d'ailleurs pas toujours un plein temps, on fait appel à des freelances et à des agences, donc comme l'agence XPLR sur la partie SIA. On a aussi un designer, une graphiste. Voilà, sur tous ces métiers-là, on fait appel à des indépendants qui, pour nous, font partie intégrante de l'équipe. Et généralement, on essaie plutôt de faire des partenariats long terme, de la même manière qu'on essaie de le faire avec notre équipe salariée. Et ça nous permet d'avoir des domaines d'expertise sur certains sujets et quand même à moindre coût. Payer une agence, ça nous coûte quand même moins cher que de payer un senior avec cette expérience technique à plein temps durant toute l'année. Donc il y a l'agence XPLR, il y a une agence SEO avec qui on travaille, avec une agence RP aussi à Paris pour essayer de gagner en notoriété de marque auprès des différents médias. Donc tout ça, on l'a fait assez vite et pour moi, ça c'est indispensable de bien s'entourer et de bien se faire accompagner par l'ensemble de ces prestataires. Je vais avoir 2 questions pour toi. J'ai envie de rebondir sur les RP, savoir justement sur quel type de médias vous souhaitez apparaître et qu'est-ce que ça vous apporte et comment tu arrives à mesurer l'impact de ces investissements en RP. Et ensuite, toi en tant qu'entrepreneur, d'autant plus entrepreneur d'une entreprise avec une mission responsable, comment tu t'entoures ? Est-ce que tu ressens le besoin de pouvoir te reposer sur d'autres dirigeants pour pouvoir prendre les bonnes décisions ?
Oui, je pense qu'on parle souvent de la solitude du dirigeant. Alors moi j'ai un associé, hein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est important de faire partie de réseaux. Alors moi je fais partie par exemple de Réseau Entreprendre ou de l'APM, de manière à pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, on s'en rend compte souvent, ont les mêmes problématiques, ont eu les mêmes problématiques. Et je suis beaucoup à demander des retours, de l'aide, des conseils. À l'inverse, Réseau Entreprendre, c'est de la réciprocité. Donc quand on m'en demande, je suis aussi très content de pouvoir apporter des retours d'expérience. Donc tout ça, pour moi, c'est hyper clé. À Nantes, on a la chance d'avoir le Réseau Entreprendre qui est hyper dynamique, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Initiative Nantes, ADN Booster, etc. Et je pense qu'il faut absolument se faire accompagner. Et alors, je parle en tant que dirigeant, mais pas que. Il existe plein aussi de réseaux où c'est pour des salariés, des freelances, des indépendants, des fois avec des cœurs de métier, d'expertise précises ou pas. Je pense qu'il faut vraiment s'entourer, ne pas rester seul avec son équipe devant son PC. Les échanges sont clés. Enfin, moi, perso, j'ai réussi à ne pas faire des erreurs grâce à des échanges. Là, typiquement, on a un comité, nous, tous les trimestres, un comité Réseau Entreprendre. On a 3 personnes de Réseau Entreprendre qui nous accompagnent, qui nous conseillent. Ils sont bénévoles. Et ça, pour nous, ce comité stratégique, il est clé. Et ça nous a évité plein d'erreurs. Là, je vous prends l'exemple de la bagagerie. On avait lancé en fait 2 sacs à dos il y a quelques années de ça. On a épuisé le stock, ça a bien marché. On s'est dit, on va relancer une gamme beaucoup plus complète. Et c'était vraiment un axe de croissance pour nous sur ces 2-3 dernières années. On a mis le paquet là-dessus. Donc, on a investi dans le produit, dans la R&D. On a tout développé. Tout était prêt. On n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton et le lancer, le commercialiser. Et tout le comité de Réseau Entreprendre m'a dit, franchement, n'y va pas. Votre truc, c'est bancal. Vous êtes allé trop vite, il y a des piliers qui ne sont pas prêts en termes de commercial, de marketing, etc. Le contexte n'est pas non plus hyper propice. Et en fait, je les ai écoutés, je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est une énorme bonne décision que j'ai prise à l'époque. Et j'ai toujours espoir qu'on lance cette gamme de bagagerie plus tard. Mais je pense que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Et si je ne m'étais pas entouré de ces personnes-là, j'aurais écouté que moi, j'y serais allé et je pense que j'aurais fait une énorme erreur. C'est super intéressant ce que tu nous dis là, parce que c'est très tentant, j'imagine, quand on a une marque aussi bien brandée que Ngo, de vouloir faire, au-delà des sneakers, de la bagagerie, un peu de prêt-à-porter, des casquettes, etc. Mais de devoir prendre la décision, le parti pris de rester concentré sur une seule verticale de produits, c'est assez courageux. Et en même temps, tu vas me dire si c'est aussi pour cette raison-là que vous avez fait ce choix-là, mais ça vous permet de rester focus sur ce que vous faites de mieux et d'éviter de vous disperser, notamment au niveau des actions marketing. C'est peut-être pas la même chose de vendre une paire de baskets qu'un sac à dos ou un t-shirt ou un autre accessoire. Oui, clairement. En fait, la phrase qu'on dit souvent, c'est moins mais mieux. En fait, on s'est rendu compte, on a fait donc notre première levée de fonds en 2023 et ça a été un tournant pour nous. Alors, on a eu ça nous a ouvert plein de portes et plein d'opportunités. Mais en fait, on se rend compte que quand on a un peu plus de sous sur le compte, on se permet de faire aussi un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est le retour que j'avais. Et pour autant que l'erreur que j'ai faite aussi, malgré ce qu'on avait pu me dire, attention, après la levée de fonds, c'est que du coup, on se lance dans à peu près tout. Donc là, on s'est lancé dans la bagagerie. Dans le même temps, on s'est lancé à l'international. On avait plutôt eu du succès en Allemagne, et on en a toujours. Mais on s'est dit, on va lancer. On a trouvé un distributeur en Australie, au Chili. On a été un peu à tout va. Et à un moment donné, on se pose et on se dit, OK, on est en train de se disperser. Le temps, l'énergie, et du coup, à vouloir tout faire, on fait tout mal. Les budgets également. Et en fait, on se dit, OK, on a mis tout ça en charge et tout ça en plan d'investissement. Et en fait, en face, ça ne répond pas. Et je pense que ça ne répond pas justement parce qu'on a voulu tout faire en même temps. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, enfin, en tout cas, je me suis dit, on arrête tout ça. C'est là où je me suis dit, la bagagerie, on met en pause. On se focus sur la chaussure, c'est comme ça qu'on nous connaît. On a plein de choses à faire sur la chaussure, il y a déjà plein de chantiers à faire. Donc on fait focus chaussure. Et en termes de marché, on a gardé la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, on a un site allemand spécialisé pour le marché germanophone. Et ce qui est déjà énorme pour nous d'avoir 2 marchés. Et on a des personnes en interne qui ont travaillé en Allemagne et qui connaissent ce marché allemand. Et on a abandonné l'Australie, on a abandonné le Chili, on a abandonné les autres pistes qu'on avait de manière à rester focus et avoir une stratégie claire
pour nous, pour les équipes, et arrêter de nous disperser et mine de rien de balancer un peu de l'argent par les fenêtres, parce que finalement, in fine, c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Et bon, nous, c'est aussi quelque chose qu'on constate régulièrement avec nos clients, c'est qu'on a des clients qui vont être plus ou moins monoproduits ou qui vont avoir une gamme particulièrement réduite. Et puis à l'inverse, on va avoir des clients qui vont avoir des dizaines, voire des centaines de références. Et c'est vrai que plus on a de références, plus le jeu devient compliqué. Là, je parle plutôt sur la partie market communication, parce que finalement, on veut vouloir tout dire et en cherchant à vouloir tout dire, on ne dit pas grand-chose. On dilue nos forces, on dilue pardon, nos budgets, et finalement on se retrouve à faire plein de choses, mais un petit peu et souvent mal également. Tu étais aussi en train de terminer ton explication en disant que finalement chez Ngo et chez la majorité des marques qui sont matures comme vous, un sou est un sou. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur votre marché de la sneakers face à des gros concurrents comme Nike, Adidas, avec des budgets similaires, certainement même vraiment beaucoup plus petits, voire incomparables. Ça nécessite, j'imagine, de faire des choix, d'être débrouillard, d'être créatif. Ouais, complètement. Quand on a moins de budget, il faut être malin. Et nous, on oriente aussi nos recrutements comme ça. C'est-à-dire que quand on a recruté des gens qui venaient du marketing, de la com, parfois ils avaient des gros noms, des grosses marques. Et en entretien, ils nous disaient, j'ai piloté un budget de 1 million, etc. Quelque part, pour moi, quand la personne me disait ça, c'est pas ce que je recherche. Au contraire, je recherche plutôt des gens qui vont être agiles et qui ont su faire et qui ont eu des super idées, qui vont balancer les idées qu'ils avaient eues avec des budgets de 200 000 euros sur du market. C'est plutôt ça que je recherche et c'est les profils qu'on a dans l'équipe. Alors oui, on a des budgets pour faire avec l'agence XPLR du Meta Ads, du Google Ads, du SEO, j'ai dit des RP, etc. Mais on a aussi plein de choses où on va aller rechercher de façon gratuite, entre guillemets, ça demande du temps, mais sans budget, des opportunités business pour nous. Je vous donne quelques exemples. Alors moi, je suis un gros passionné de sport, je fais beaucoup de sport et je me suis dit, dans un premier temps, ça a été de me dire, je vais pouvoir allier ma passion et ma deuxième passion, mon travail. Ça me paraissait impossible de contacter des clubs de sport, des gros clubs de sport. Le premier en date, ça a été le HBC Nantes. J'ai juste envoyé un message sur LinkedIn à Thomas, le commercial, qui est devenu un pote depuis. Et je lui ai proposé une collaboration nantaise sur une basket personnalisée, puisqu'on est capable de faire du personnalisé chez Ngo. Et finalement, en 2 rendez-vous, ça s'est fait. Et on est encore partenaire aujourd'hui, depuis 2019. Et on a une chaussure co-brandée avec le H, vendue dans leur boutique et la nôtre, et où on équipe tous les joueurs et le staff, et où nous font de la pub LED au bord du terrain. Pour moi, tous les sponsors qui étaient au bord d'un terrain, quel que soit le terrain, pour moi, c'était inaccessible. Et là, de voir mes produits, ma marque sur un de mes sports de passion et sans avoir déboursé le moindre euro, je me suis dit, en fait, c'est juste génialissime, mais c'est juste parti d'un message LinkedIn, c'est tout, c'est juste parti de là. Alors après, il y a le développement d'un modèle, etc. Il n'empêche qu'on donne des paires en échange de visibilité, mais on ne débourse aucun euro, aucun budget en tant que tel de sponsoring pour le HBC Nantes. Ensuite, on l'a dupliqué sur le Stade français, au rugby, on est partenaire du Stade français. Et le plus beau coup, entre guillemets, qu'on a pu faire, c'est le Tour de France. Moi, je suis cycliste et triathlète. Donc le Tour de France, moi, je parle un peu de moi, mais ça a bercé mon enfance. Et famille de vélo, pour moi, c'est le tour. Ça me paraissait totalement inaccessible. Et c'est parti d'une vanne où on avait fait un modèle à pois rouge, le fameux maillot à pois rouge, pour le poisson d'avril. On avait mis ça sur les réseaux sociaux. Ça avait pas mal fonctionné, buzzé. Donc j'avais pris des screens de ça et j'avais tapé ASO, l'organisateur du tour, sur LinkedIn. Et j'ai envoyé ce screen à une vingtaine de personnes en me disant, je sais pas, j'ai cherché responsable partenariat, des choses un peu comme ça. Et au final, quelqu'un m'a répondu. Et là aussi, en 2 rendez-vous, ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où il changeait de marque. C'était Jules qui prenait la licence à la place du Coq Sportif. Donc c'est des licences qui valent des millions. Et Jules, ne faisant pas beaucoup de chaussures, s'est dit, top, on va faire un partenariat avec une marque, RSE, avec de la RSE en plus. Et donc, ils nous ont commandé pas loin de 1000 paires. Nous, on a déboursé 0 € et on est devenu partenaire du Tour, revendu chez Jules et partout. Et on a fait du chiffre d'affaires et on a été visible auprès de ces 2 acteurs
sans encore une fois débourser le moindre euro. Donc pour nous, ça a été encore une fois la preuve que quand on ose, quand on tente, en fait, il y a plein de fois où on a tenté et ça n'a pas marché. Mais quelque part, ça part juste d'une idée et d'un message. Ça prend ou ça prend pas. Mais ça vaut le coup de le tenter. Et je pense que si on avait eu les budgets, peut-être qu'on aurait pris la chose différemment parce qu'on aurait pu rentrer en tant que partenaire classique du Tour de France, payer une licence merch et puis voilà. Donc tout ça pour dire qu'on peut trouver des bons moyens de faire autrement et sans budget. Et des exemples comme ça, on en a plein d'autres. Donc c'est ça qu'on recherche parmi nos équipes. Et voilà. Et je termine avec un dernier exemple, c'est tous les ambassadeurs. On nous dit souvent, on fonctionne beaucoup avec des écoles de commerce sur des projets, etc. À chaque fois, ils nous disent travaillez avec des influenceurs. Pourquoi vous ne donnez pas votre père à Mbappé? Alors oui, en soi, là, j'aimerais bien, mais bon, là, c'est quand même un step où, là, pour le coup, je pense vraiment que c'est inaccessible, mais peut-être pas. Et du coup, on s'est dit, on va contacter nos ambassadeurs à notre échelle. Et donc, je me suis dit, faut jouer sur la fibre vietnamienne, puisque nous, on a en œuvre au Vietnam, il y a forcément des célébrités vietnamiennes ou franco-vietnamiennes qu'on peut contacter. Donc, j'ai tapé ça dans Google. Wikipédia, il y a une page, comme pour tout, des célébrités franco-vietnamiennes. Il y a, par exemple, Julie Debona, l'actrice, Frédéric Shaw, Lindan Pham. Enfin, voilà, c'est des gens qui parlent peut-être pas autant qu'Mbappé, mais pour autant qui ont des réseaux sociaux, qui sont influenceurs, qui vont au Festival de Cannes dans leur tournage, etc., et qui côtoient des personnes d'influence. Et donc, on leur a proposé de leur offrir une paire, tout simplement, en jouant sur tout ce qu'on faisait pour leur second pays. Et ils ont accepté, et aujourd'hui, c'est devenu nos ambassadeurs, et ils nous demandent 0 €. C'est juste de l'échange de bons procédés. Ils portent nos produits, ils sont contents de les porter, ils aiment la marque et les valeurs. Et voilà, et ça, c'est encore un exemple que on n'est pas obligé de payer toujours des influenceurs qui ont 1 million sur Insta. Oui, c'est bien, mais il y a d'autres manières de faire. Et je pense qu'en jouant encore une fois sur des cartes sentimentales, personnelles, émotionnelles, on a moyen de toucher des gens et de faire en sorte que gratuitement, finalement, ils deviennent ambassadeurs d'une marque. Trop bien, j'adore ces histoires. Ça montre effectivement que quand on a des contraintes budgétaires, finalement, ça peut aussi favoriser la créativité. Alors que quand ce n'est pas le cas, on peut facilement se reposer sur ses lauriers et pas faire le travail intellectuel nécessaire pour aller trouver ces idées-là ou aller chercher l'audace nécessaire pour écrire à l'équipe marketing du Tour de France ou à des acteurs directement. Et finalement, vos contraintes budgétaires de ce côté-là vous permettent d'aller nouer ces partenariats parce qu'elles vous obligent à aller oser. Et c'est vraiment des belles histoires. J'avais également des questions sur le HBC Nantes, parce qu'on est à Nantes ici, je ne sais pas si vous aimez l'équipe de hand de Nantes. Vous avez sorti dernièrement une paire aux couleurs du HBC. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a été un succès? Oui, alors pour nous, il faut savoir quand même que tous ces partenariats-là, il y a toujours le système du 80-20. C'est-à-dire que vous avez finalement 20% de vos produits qui vont faire 80% du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est des outils quand même marketing. Voilà. Et ce genre de partenariat, pour nous, c'est pas le volume. C'est pas là où on va faire des milliers de ventes. Et c'est pas là où repose la majorité de notre activité. Par contre, c'est un bel outil de com, de visibilité, de notoriété pour la marque. Et en effet, le modèle du HBC Nantes a beaucoup plu. Le bon exemple, c'est j'avais fait un post LinkedIn pour annoncer le partenariat avec le H. J'ai plein d'amis, de proches ou autres qui m'ont dit « Elle est géniale la paire que tu as faite avec le H ». Et je dis « Tu l'achèterais ?» Ah non, parce que le H est en violet. Ah non, en violet, c'est chaud, je ne me vois pas porter ça. Mais tout le monde m'en a parlé. Genre, je pense qu'il n'y a pas... C'est le modèle où on m'en a plus parlé. Alors le H le vend très bien parce qu'ils ont leurs supporters. Nous sur le site on le vend un peu moins bien, on le vend mais finalement c'est pas du tout notre best-seller. Mais on m'en a beaucoup parlé. Donc finalement c'est des outils, des modèles
de marketing pour nous, mais comme fonctionnent toutes les marques. Et en fait, on s'en sert aussi beaucoup comme ça. Donc, on fait la distinction entre nos best-sellers qui finalement vont être des choses très classiques, hein, du bleu, du kaki, du blanc. Voilà, c'est des choses très, très simples. Et des modèles un peu plus osés qui, là, vont faire de la com, qui vont servir aussi à l'agence RP pour envoyer aux médias de mode. Voilà, c'est la distinction qu'on fait entre ces différents modèles. Très bien. Je vais te poser une dernière question avant de vous laisser poser vos propres questions. On a parlé de crowdfunding, on a parlé d'omnicanalité, on a parlé de bien s'entourer, de se focaliser sur une verticale produit plutôt que de se défocus. C'est quoi les autres conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui voudrait lancer sa marque de vêtements, de sneakers ou une autre marque? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, et du coup, ce n'est pas forcément lié à notre secteur, mais venant de l'expertise comptable, je suis quand même quelqu'un de très rationnel, les chiffres, etc. Et pour autant, je pense que la création de Lengo, elle est née d'une période où j'ai été totalement irrationnel. Et du coup, souvent, le conseil que je donne, c'est soyez irrationnel. C'est-à-dire que faire des études de marché, faire des business plans, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, il en faut, et on en a fait plein depuis, je vous rassure. Mais ne restez pas le nez plongé dedans. Sortez la tête, allez rencontrer des gens, passez des coups de fil, prenez des cafés, inspirez-vous. Je pense qu'il faut absolument sortir de ces écrans et de ces chiffres, aller rencontrer des entrepreneurs et entrepreneuses et à un moment donné se dire de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est le terrain. On peut l'apprendre dans les bouquins, etc. Mais à un moment donné, c'est le terrain, c'est le concret, c'est l'action. Et donc pour ça, il faut se lancer. Il n'y a que comme ça qu'on se rend compte. Les erreurs, c'est normal, il faut en faire. En ce moment, je dis les vertus de l'échec de Charles Pépin. Je pense qu'il faut avoir des échecs. Et on a une culture en France qui n'est pas forcément dédiée à ça, les plus dans d'autres pays. Donc pour ça, il faut oser tenter, faire un échec. Et c'est comme ça qu'on va finalement réussir à un moment donné. Et donc, je pense qu'il faut être irrationnel quelque part, lâcher un peu cette rationalité. Et encore une fois, moi, je le suis totalement, mais il a fallu ce petit déclic pour se lancer. Et ça fait écho au discours d'introduction qu'on a eu tout à l'heure, où on a parlé notamment d'audace. Très bien, merci beaucoup Kevin pour ce retour très complet de ton expérience. Je pense qu'on a encore plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Mais est-ce que vous avez des questions à poser à Kevin sur son parcours d'entrepreneur, sur l'histoire d'Engo? Il nous reste combien de temps pour les questions? Attends. Ah, ça y est, ça marche. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez encore une session de 10 minutes de questions-réponses avec Thomas et Kevin. Donc peut-être qu'une personne du staff qui est juste ici va pouvoir passer si vous avez des questions à leur poser. N'hésitez pas, ils sont là. Ils se sont déplacés ce matin pour vous. Et puis vous avez peut-être plein de secrets directement liés ou non, d'ailleurs, à la mode responsable. Ça peut être aussi sur d'autres thématiques. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Bien sûr. Est-ce que généralement, la première question est toujours la plus dure à lancer. Moi, s'il n'y a pas de questions, j'en ai. Tu continues? Ouais, j'en ai une. Allez, vas-y, c'est bon. Non, on parle tout à l'heure depuis le début de marque responsable dans un univers, le prêt-à-porter, qui est aussi mis en avant par beaucoup de marques qui font du greenwashing ou des entreprises comme Temu ou Shine qui sont complètement à l'opposé de vos valeurs. C'est quoi ta vision, ta position par rapport à ça? Alors, avant tout, déjà, une marque responsable, pour moi, c'est une marque qui est transparente. C'est-à-dire que nous, notre mot d'ordre, c'est de tout dire. Et même de dire aussi ce qu'on fait mal, parce qu'évidemment, on ne fait pas tout bien. Donc, c'est juste d'afficher et de donner des infos aux consommateurs. Il faut savoir que dans la basket, vous avez finalement qu'une info, c'est l'assemblage de la chaussure, c'est le made in. Mais ça, c'est que une partie de la chaussure. C'est-à-dire qu'une chaussure, c'est une vingtaine de matières. Ça ne vous dit pas d'où vient chaque matière première et dans quelles conditions elles sont faites. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a mis un QR code sur nos emballages où vous avez accès à d'où vient chaque matière, par qui elle est faite, etc. Et ça, on peut le faire parce que mon associé vit au Vietnam, à Ho Chi Minh. Et donc, on a supprimé tous les intermédiaires et on travaille en direct avec chaque fournisseur de manière à avoir de la transparence de leur part et pouvoir apporter cette transparence à nos clients.
Maintenant, le reste de la mode, et encore plus pour un Temu ou Shine, on n'a aucune information. On sait évidemment via des reportages que Temu et Shine, c'est à la fois un désastre écologique et social. Donc la seule chose, moi je ne fais pas de politique, la seule chose que je peux dire, c'est avant d'acheter, posons-nous la question déjà de est-ce que j'en ai besoin? Parce que souvent la problématique derrière ces marques, c'est qu'elles jouent sur le côté prix. Et donc les gens achètent sans en avoir besoin, des choses de mauvaise qualité qui ne durent pas dans le temps. Et donc ça finit en déchets, des déchets où on ne sait plus quoi en faire. Et ça finit, comme on le voit sur les plages, enfouis, etc. Il n'y a pas de recyclabilité possible pour ces produits. C'est extrêmement complexe. Donc posons-nous la question. Et si on doit acheter quelque chose, moi, à mon sens, mieux vaut mettre un peu plus cher et investir dans quelque chose qui dure dans le temps que se faire avoir par un prix et par la publicité que fait Temu ou Shine sur quelque chose qui va absolument pas durer, qui va encore une fois faire du déchet et avec un désastre social derrière, hein, c'est clairement de l'esclavagisme et écologique. Donc je dirais plus de voilà, soyons curieux, intéressons-nous, posons-nous des questions avant d'acheter, parce que acheter c'est un acte d'achat, c'est une responsabilité, c'est un acte vraiment engageant. Et pour ces marques-là, on sait que ça ne viendra pas d'eux, donc je pense quand même, et c'est en train de se passer, qu'il faut qu'il y ait une normalisation, qu'il faut qu'il y ait des normes qui leur imposent tout un tas de choses. Et là, c'est ce qui est en train d'être passé à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a déjà une partie qui a été passée. Donc il faut à un moment donné les encadrer, parce que sinon ils font n'importe quoi. Et eux, ils ne payent pas de taxes quand nous, on en paye. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui me paraît déloyal. Donc voilà sur ces marques-là. Très bien. Et sur la partie greenwashing, je me souviens qu'il y a quelques années, on voyait beaucoup de marques prendre la parole sur l'écologie, entre guillemets, se mettre dans la roue de l'écologie pour donner un peu de notoriété à leur marque ou se donner une meilleure image. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, qu'on mesure l'impact d'un mensonge à ce sujet-là. Est-ce que toi, tu as quand même vu récemment des campagnes de communication, des prises de parole qui étaient totalement du greenwashing ? Ouais, il y en a tout le temps, même si là aussi il a fallu arriver à une certaine normalisation. Le bon exemple, c'est Adidas qui s'était fait toquer pour une pub. Leur Stan Smith, ils l'avaient fait en version recyclée. Ils avaient fait 100% iconique, 50% recyclé. Et le 50% recyclé, il sort de nulle part. On ne sait pas qu'est-ce qui est recyclé dans la chaussure, en quoi ils calculent leurs 50%. En réalité, une matière, il faut savoir que, mis à part par exemple une matière synthétique comme des lacets, on ne peut pas la faire 100% recyclée. Un caoutchouc, une semelle extérieure ne peut pas être 100% recyclée. C'est impossible. Ça ne tient pas. Donc on a une partie de recyclée où des fois on a des intrants comme vous voyez les choses avec du cactus, du café, etc. Mais il faut toujours une matière conventionnelle derrière pour souder le tout. Donc quand on a 50%, ok, mais d'où ils viennent et en plus ils avaient mis un logo vert zéro plastique, alors que c'est faux. Dans la chaussure, il y avait du plastique. Et tant bien même il est recyclé, ça reste du plastique, il est encore une fois pas 100% recyclé. Donc ils se sont fait retoquer par l'administration pour cette pub-là, et ça a ouvert la porte à justement freiner un peu ces publicités greenwashing. Et encore une fois, je reviens sur la transparence, c'est que c'est aux marques aussi d'être honnêtes, de donner les informations et de ne pas chercher à faire d'un truc pseudo-éco-responsable toute une campagne de marketing et de com. Et faisons attention, évidemment, je pense qu'il faut être d'autant plus réservé quand des grandes marques multinationales nous vendent des choses. Je ne dis pas que les petites marques ne font pas de greenwashing, mais en tout cas, voilà, faut être un minimum réservé. Et encore une fois, je pense que c'est aux administrations de normaliser tout ça pour pas qu'il y ait de déviance, parce qu'il y en a eu, il y en a un peu moins, mais il y en a eu dès que le courant de la monétique est arrivé, tout le monde s'en est un peu emparé. Et je pense que c'est aussi à nous, consommateurs, d'aller creuser et d'être curieux pour aller prendre les bonnes informations au-delà de la campagne de pub qu'on nous met sous le nez. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ? Non, merci pour l'écoute. Bonne journée du Success Marketing à tout le monde. Bonne conférence, profitez bien.